Bonjour et bienvenue sur le site mécaniqueuniverselle.net, le site qui essaie de démontrer de façon logique et simpliste que l'humanité dans son ensemble, le groupe humain, toute l'humanité évolue sans le savoir vers son ultime perfection. Dans cette ultime perfection, il y a entre autres la paix universelle. Il y a la paix universelle, la fraternité, le fonctionnement universel, donc par-dessus les nations, quelque chose donc nous dépasserons le fonctionnement national, le fonctionnement à travers les nations, qui fait que deux nations peuvent se retrouver en guerre, quoi. Hein. C'est les nations qui sont en guerre actuellement. Et donc si on arrive à hisser l'humanité, et l'humanité parviendra à se hisser au niveau universel, c'est-à-dire un fonctionnement universel qui protégera chaque être humain de cette planète, qui protégera la planète, les hommes qui composent cette planète et les espèces, et donc accéder à un fonctionnement totalement écologique. Alors évidemment, je parle d'un temps que les moins de 20 ans ne pourront peut-être pas connaître encore, et bien que je leur souhaite, mais évidemment, à mon avis, ça concerne les siècles qui arrivent. Il faudra encore peut-être plusieurs siècles, voilà, même si on sent qu'il y a une accélération dans ce sens-là. Mais il faudra, à mon sens, plusieurs siècles pour atteindre cet état d'ultime perfection. Mais on est sur la route. Hein. On a fait le plus grand des chemins entre le moment où nous nous sommes séparés des autres primates, où nous avons quitté le royaume de la nature pour le royaume de la culture. Eh bien, voilà, on peut mesurer la distance des centaines de milliers d'années, voire des millions d'années, entre ce moment où nous avons quitté les lois de la nature pour les faire évoluer en lois de la culture, et puis après toutes les découvertes, les progrès que nous avons dû faire, la maîtrise du feu, la maîtrise de la roue, la maîtrise de l'agriculture, etc., la sédentarité, et puis après aller se répandre sur l'ensemble de la planète, s'adapter à tous les milieux, etc. Et puis, progressivement, marquer un retour vers l'unité en ayant acquis la maîtrise, normalement, de nos pulsions, de nos interrogations et de notre environnement. Voilà, alors c'est sur ces trois thèmes que nous travaillons. La maîtrise du comportement humain pour faire que l'homme ne soit plus un loup pour l'homme. C'est ce que nous atteindrons dans quelques centaines d'années, sans doute. On atteindra ce niveau-là. La maîtrise de l'environnement de la même manière. On arrivera à acquérir le 100% écologique, un système totalement écologique, et la maîtrise de notre questionnement, on parviendra à répondre aux questions qui sont encore insolubles, bien qu'on a déjà fait des progrès inouïs à ce niveau-là pour connaître, pour comprendre la matière, pour comprendre l'univers, pour essayer de comprendre l'univers, même si nous ne sommes pas arrivés au bout de ce questionnement, loin de là. Mais bon, voilà, on voit qu'on a vraiment progressé. Alors, vis-à-vis de cette idée-là, par exemple, tout à l'heure, j'étais en train de travailler et j'ai mis un podcast sur Radio France. Et je suis tombé sur Défense et climat, les guerres de demain. Un podcast qui vient de Cause à effet, le magazine de l'environnement. Pardon. Comment se prépare-t-on au sein des ministères des armées aux enjeux de sécurité et de défense liés au climat? Avec Julia Tass, chercheuse à l'IRIS, Adrien Estève,
post-doctorant CNRS au Centre de recherche internationale CERI, résidant à l'Institut de recherche stratégique de l'école militaire. Alors, dans un contexte, ça c'est un petit peu le début. Et je vais mettre le podcast et je vais commenter, mais simplement une chose m'a paru complètement hallucinante, en réalité. Peut-être c'est la déformation de travailler depuis, ça fait 20 ans que j'ai découvert cette théorie, l'humanité va vers son ultime perfection, la paix universelle, etc. Et donc je suis imprégné de cette idée de paix universelle. J'arrive à projeter mon esprit dans les siècles qui arrivent, au moment où nous aurons acquis, où l'humanité aura atteint cet état de paix universelle. Et donc pour moi, c'est quelque chose qui est déjà intégré dans mon esprit en fait. Et donc ça me paraît stupéfiant qu'on puisse parler de la guerre comme de quelque chose de naturel, c'est là, voilà, tel qu'ils en parlent, il y a quelque chose de calme, de serein. La guerre, c'est comment vont se dérouler les guerres futures, comment les guerriers se préparent en gros à l'évolution climatique, etc. Et à un certain moment, d'ailleurs, ils disent que l'industrie militaire aux États-Unis, c'est celle qui pollue, qui est le plus néfaste pour les problèmes climatiques. C'est la plus énergivore, la plus grave au niveau climatique. Et pourtant, on parle de ça comme si c'était une sorte de nature. Je vous laisse écouter ce podcast et voilà, je l'interromprai éventuellement pour dire quelques petites choses. Mais voilà, la façon dont on parle de ça me paraît complètement incroyable. Mais c'est tout à fait légitime, parce que voilà, ils ne peuvent pas se permettre chercheurs à l'école militaire, etc. Ils ne peuvent pas se permettre de dire c'est une absurdité. On est encore, voilà, on a un problème climatique inouï, et au lieu de dire mais c'est complètement idiot de se taper dessus, d'abord sur cette planète perdue au milieu de l'univers, c'est complètement idiot de se massacrer les uns les autres. Enfin, maintenant qu'on a compris qu'on peut passer sur un autre modèle, de rester sur ces vieux esprits, ça paraît stupéfiant, quoi. Et puis c'est des jeunes, très certainement, qui parlent. Et que l'idée ne soit pas, bon, c'est fini, quoi. Il faut éveiller ces industriels, ces belliqueux, ces dominants-là, qui sont toujours prêts à se titiller, à se provoquer, à aller vers la guerre, à décider des interventions, bref, il y a quelque chose d'assez incroyable. Allez, je lance le podcast. Un podcast de France Culture. Défense et climat, les guerres de demain. Comment se prépare-t-on au sein des ministères des Armées aux enjeux de sécurité et de défense liés au climat, dans un contexte où les crises climatiques et environnementales sont appelées à générer des effets de plus en plus graves et récurrents? Il y aurait des raisons de craindre pour la stabilité, pour la défense et la résilience de territoires et de populations. Alors, telles sont en tout cas les préoccupations qui sont intégrées depuis quelques années dans les organisations de défense et les stratégies militaires de pays comme la France et les États-Unis notamment, et qui suscitent aussi des réflexions sur le concept de sécurité environnementale, sur les enjeux écologiques dans le cadre des opérations militaires. Donc nous n'avons pas, en somme, sur ce plan-là, on pourrait presque croire qu'on n'a pas évolué entre
l'époque des Grecs ou des Romains qui partaient, quoi. Chaque année, il y avait la saison de la guerre et il fallait y aller. Voilà, ça régénérait tout un tas de choses. C'était là il y avait des vocations, très certainement. Ça a dopé le courage, la ténacité des hommes, voilà, etc. Peut-être l'amitié, peut-être... Bon, bref, il y avait cette sorte de fatalité, quoi. Et là, c'est exactement ce que je ressens à travers ça. Pour aborder ce sujet hautement stratégique, nous avons convié 2 invités au cœur de ces enjeux de défense. Julia Tass, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous êtes responsable du programme Climat, Énergie et Sécurité de l'Institut de Relations Internationales et Stratégiques et co-directrice de l'Observatoire Défense et Climat. En face de vous, Adrien Estève, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes postdoctorant CNRS au Centre de recherche international, le CERI, résident à l'Institut de recherche stratégique de l'école militaire, l'IRSEM, et auteur du livre Guerre et écologie, un livre paru aux presses universitaires de France. Et puis dans l'œil du Monde Planète, le journaliste correspondant du quotidien Le Monde, Richard Chicly, sera des nôtres. Il nous parlera de la disparition inquiétante de l'omble chevalier du lac d'Annecy. Bienvenue à toutes et à tous dans le magazine de l'environnement de France Culture, émission réalisée par Alexandra Malka avec à la technique ce soir Ludovic Auger, émission toujours préparée par Anaï Morales avec l'appui de Vanessa Chang et des équipes de documentation de Radio France. Il y a quelque chose c'est une catégorie intermédiaire entre les mini-drones et les drones de plus de 150 kg. Et aujourd'hui, le besoin des forces spéciales, c'est d'acquérir une autonomie, justement en termes de drones, pouvant leur permettre... Et c'est comme ça que parle la télévision, plus ou moins. Les spécialistes qui viennent pour parler de la guerre en Ukraine et qui peuvent parler, ben voilà, on dit tel truc, ça bombarde comme ça, ces drones font ci, font ça, etc. Sans même avoir le soupçon d'une pensée pour les chairs déchiquetées, les êtres humains tremblants de terreur en dessous, enfin bref, quelque chose qui ça paraît complètement anachronique par rapport à cette jeunesse qui est là, notre jeunesse, la jeunesse de ce monde-là, ceux qui ont 10 ans, 12 ans, 15 ans, 18 ans comme Greta Thunberg, ou qui sont à des kilomètres de cet avenir-là, ils sont à des milliers de kilomètres de cet état d'esprit, quoi. C'est curieux. De faire des opérations indépendamment des moyens conventionnels ou des moyens alliés. Sur ce segment-là, on est sur une capacité modulable et donc on est capable d'y mettre différents capteurs à des fins d'opération. Et aujourd'hui, on évalue un système de drone qui non seulement est électrique, mais aussi a une capacité d'apport d'énergie solaire. Donc, ça permet d'allonger le temps de vol, diurne, évidemment, pour pouvoir gagner en termes de délai d'opération. Alors, l'électrique représente plusieurs facteurs. Le premier facteur, c'est de répondre à une notion de discrétion qui est primordiale dans le cadre de nos missions. Et ensuite, au-delà de la discrétion, c'est la limitation aujourd'hui technologique des batteries électriques qui, aujourd'hui, ne permettent pas de dépasser considérablement les 5-6 heures de vol. Donc le solaire est un apport et un moyen en tout cas. Les armées les acceptent quand elles apportent aussi un avantage opérationnel. Et là, on parle de la furtivité. C'est quelque chose que les armées sont prêtes à accepter quand elles perçoivent justement cet avantage. Peut-être pas, d'ailleurs, dans toutes les situations. Et donc on voit les coûts conception se mettre en place, être au cœur des préoccupations au sein de la DGA, notamment où depuis 2007, je crois, un bureau en est chargé, donc économie d'énergie, comptabilité environnementale, c'est ça ? Absolument, un bureau qui fait de la sensibilisation, essentiellement, en tout cas dans ses premières années, et a essayé de mobiliser un petit peu autour d'une recherche, en tout cas d'énergie plus propre, à la fois, encore une fois, pas pour des raisons écologiques à proprement parler, mais pour des raisons d'adaptation à la réglementation et aussi de raisons économiques, parce que ça coûte très cher aussi de recycler les matériaux les plus polluants. Donc il y a une démarche de sensibilisation qui aujourd'hui prend de l'ampleur, bien sûr, ça paraît au sein de vraiment... la Direction générale de l'armement. Alors, sur le plan du fonctionnement interne et propre aux armées... L'être humain a vraiment besoin d'arriver au danger pour changer d'attitude. Évidemment que s'il a d'un seul coup cette guerre en Ukraine
révélé quelque chose d'hyper dangereux, que ça allait faire exploser le climat de 5 degrés et que que l'ensemble humain allait disparaître, eh ben oui, là, d'un seul coup, tous les belligérants s'arrêtent, le monde entier décide que c'est fini la guerre, on plie bagage, on recycle toutes les industries d'armement du monde à faire autre chose, à aller dans le changement climatique pour réduire les effets de serre. Si on était dans un moment de danger, alors là, oui, effectivement, le monde changerait, mais aussi vite que ça, comme il a réussi à s'arrêter quand il y a eu le Covid. D'un seul coup, en une semaine, on est passé de la suractivité à zéro. Et donc, on est apte devant ce genre de choses. Mais c'est comme, en fait, c'est comme les systèmes, comme l'ivrogne en réalité. C'est pour ça que je dis que le néolibéralisme est un système qui avance tête baissée, qui n'a pas de réflexion. Et là, c'est caractéristique. La guerre telle qu'ils en parlent, telle que le monde en parle, là actuellement, tel que l'Occident parle de la guerre, c'est vraiment comme c'est un système qui est inconscient en fait, qui semble dire que c'est voilà, que c'est comme ça, que c'est naturel, etc. Que ben, c'était comme pour le changement climatique. Oui, c'est vrai, on a un impact, etc. Ça va d'abord on nie. Je bois pas, c'est pas vrai, je bois pas, même si on cache les bouteilles à droite et à gauche. Donc, on a nié qu'il y avait le changement climatique, qu'on allait prendre des degrés, etc. Et puis après, on prend quelques degrés, et puis on commence à dire, bon, mais ça va, on peut s'adapter, etc. Voilà, il y a quelque chose qui est comme ça. Et comme l'ivrogne, c'est quand il a un accident, voilà, quand il écrase quelqu'un, quand lui-même il se retrouve à deux doigts de la mort ou à deux doigts de la prison, là, il va dire, c'est fini, stop, j'arrête mes conneries, j'en ai marre, bon, je sors de ce truc. Et là, s'il a vraiment eu la peur de sa vie, eh ben, il peut complètement arrêter et passer sur un autre modèle et devenir sage. Eh ben, c'est la même chose avec le monde occidental industriel. On peut peut-être poser une question aussi sur l'empreinte carbone. Julia Tasc, est-ce qu'on peut parler de responsabilité des armées en matière d'émissions de CO2 ? Est-ce qu'on a une idée un petit peu de l'ampleur de l'empreinte carbone ? Un secteur parmi les plus polluants, si je dis ça, je me trompe ? Non, pas complètement. Ça fait partie des secteurs qui, effectivement, émet énormément de dioxyde de carbone. Cela dit, on a assez peu accès aux chiffres, tout simplement parce que c'est un secteur qui ne diffuse pas beaucoup d'informations. Et puis, il faut mentionner aussi qu'il y a une part assez conséquente. Rien que ça, c'est super intéressant, mais comment ça se fait que le secteur de l'armement, qui concerne l'humanité, nous sommes, c'est notre problème, ce secteur-là. Comment ça se fait qu'il soit sous le secret défense ? Qu'est-ce que c'est que cette histoire-là ? Voilà, quand on réfléchit à ça, on est en droit de se dire, mais il y a un problème quand même, parce que ça concerne vraiment l'humanité, ça concerne l'être humain, quoi. On devrait avoir le peuple dans un système démocratique, il devrait pouvoir dire non, stop, voilà, les 200 milliards que vous mettez là-dedans, vous les mettez pour les écoles, pour l'hôpital, pour ci, pour ça. Vous arrêtez de vous débrouiller comme vous voulez à l'échelle mondiale, vous arrêtez et puis c'est tout. Ça s'arrête là. Voilà. De ces émissions de gaz à effet de serre peut être liée aux opérations et à l'utilisation donc de technologies qui se basent sur le pétrole. Donc ça a été mentionné par Adrien Estève juste avant, notamment les équipements comme les avions, comme les bateaux, qui se reposent sur des énergies carbonées et donc qui vont émettre parce qu'on va les utiliser dans le cadre d'opérations extérieures, ce qui rend la collecte d'informations d'autant plus compliquée. Et très souvent, on va donc lier l'empreinte carbone de certaines armées à les opérations extérieures que ces armées-là mènent, donc les armées
parmi les armées en tout cas qui émettent le plus, on retrouve les armées qui se sont engagées à l'étranger, et notamment l'armée américaine. Il y a des chiffres qui sortent, qui ne sont que des approximations, mais qui classent l'armée américaine comme un des principaux émetteurs au niveau mondial. Et, voilà. de manière générale, les armées font partie des grands corps étatiques qui émettent énormément de gaz à effet de serre. Voilà, alors bon, je vais arrêter là pour cette vidéo, mais donc, puisqu'on le sait, franchement, combien de temps on va laisser encore ces dominants alors qu'ils se réunissent, ils se connaissent, ils se parlent, ils sont là, ils vont à Davos, ils sont en lien avec l'ONU, etc. Donc on a tous les moyens, on a complètement les moyens de dire stop, c'est fini. Donc il y a quelque chose derrière qui fait qu'on avance, parce que l'humanité, il n'y a pas de hasard. Tout ce qui se fait, c'est exactement ce qui doit se faire. Donc là, cette industrie, elle va servir à autre chose, à quelque chose d'autre, dans quelques décennies, quand on aura dépassé cette stupidité, comme bien souvent, les premiers tanks qu'ils ont fabriqués, ça a été transformé en tracteur, ou je ne sais pas, pour régler d'autres problèmes. Bon, bref, donc, si on est dans ce mécanisme-là, c'est que ça servira à quelque chose d'autre dans quelque temps. Mais quand même, le fait de savoir que c'est l'industrie la plus polluante du monde, et les Américains en tête, parce qu'ils ont des bases, ils ont des dizaines et des dizaines de bases partout dans le monde. Ils ont des bateaux qui circulent de tous les côtés, des avions de tous les côtés, et sans compter là, actuellement la guerre qu'il y a en Ukraine. Cette guerre-là, elle est, elle est polluante à bloc dans les champs. On voit bien tout ce qui brûle, quand ils bombardent les puits de pétrole, les trucs, les endroits où il y a les armements, d'un seul coup, il y a des nuages inouïs, noirs qui s'élèvent, etc. Donc, on voit bien que là, on a un problème écologique majeur, et il n'y a personne qui semble dire, bon, vous arrêtez vos conneries là, vous n'avez pas compris que c'est possible d'arrêter la guerre, c'est très, très possible. Cette guerre-là, elle est arrêtable du jour au lendemain si on veut l'arrêter, comme on a arrêté le monde du jour au lendemain. Donc, il y a un problème avec ça. Et cette façon de parler de cette fatalité comme ça, là, sans révolte, sans rien, bon, mais c'est légitime, hein, c'est bien, c'est calme, on n'est pas... Voilà, très certainement que je suis plus... j'agresse les oreilles des gens, alors que cette émission-là, au contraire, elle apaise le système. Mais bon, ça me paraît vraiment curieux. Voilà, alors je vais arrêter là pour cette vidéo et je vous dis à très bientôt. Merci.